Bon, eh bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver dans cette salle que certains connaissent bien et qui devient familière pour moi quand je vais à Paris. Voilà, donc cette année, nous allons aborder un nouveau thème, un thème que je trouve absolument fascinant, que je savais fascinant avant de commencer à préparer mes cours. Et comme toujours, quand on prépare ses cours, en passant par des phases de grande perplexité, on découvre combien c'est encore plus facilement qu'on imaginait. Donc j'espère en tout cas cette année et l'année prochaine qui poursuivra ce thème à une échelle différente, abordant le problème de la croissance et de la taille, plus généralement en biologie, essayer de vous convaincre que c'est effectivement un thème fascinant, un thème peu compris. Donc je n'ai pas l'ambition de vous faire une présentation qui close le sujet, mais qui bien plus ouvre des pistes de réflexion et, chez certains d'entre vous, peut-être suscite des propres directions de recherche pour que, à votre tour, vous puissiez également contribuer à l'approfondissement de ce thème majeur des sciences du vivant. Donc effectivement, aujourd'hui, nous allons commencer à aborder la question de la taille et de la croissance en biologie. Et vous voyez sur l'illustration de cette première diapositive déjà illustrer le problème majeur qui est que certains organismes ont à peu près la taille d'une seule cellule et qui montre bien que la taille en biologie explore des ordres de grandeur très différents. Nous avons l'occasion de le revoir tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous allons introduire le sujet, c'est-à-dire véritablement poser des questions, établir le caractère un peu multidimensionnel du problème et ainsi commencer à aborder également un aspect particulier de la question de la croissance qui est en fait celle des contraintes et des modes de régulation qui existent pour contourner ou jouer avec les contraintes qui existent au cœur du problème de la croissance, et ainsi introduire ce qui sera par la suite, dans les 5 cours qui suivent, un approfondissement de ce sujet. J'aimerais, comme toujours, commencer par une perspective historique. Bon, je suis biologie du développement, donc fasciné par la question des formes, et il est intéressant de savoir que pendant fort longtemps, il existe une tradition qui remonte aux Grecs et sans doute de façon plus ancienne, au fait que le développement était vu comme un processus de dépliement ou de déploiement d'une forme préconstituée lors de la création du monde, dans une pensée évidemment différente de celle d'aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, le développement n'est qu'un problème de croissance. Finalement, dans cette pensée préformationniste, non seulement l'organisme, avant sa naissance, est constitué comme replié, comme on le voit sur cette diapositive, dans le spermatozoïde, mais même les générations sont emboîtées telles des poupées russes. On voit ici dans cette dernière phrase, l'on peut pousser bien plus loin cette nouvelle pensée de la génération et dire que chacun de ces animaux mâles renferme lui-même une infinité d'autres. Donc cette pensée préformationniste, en fait, elle est encore très en vogue au XVIIe siècle. Chez Malebranche, on retrouve par exemple ce type de pensée. Et on voit bien ainsi que la question de la forme n'est pas abordée d'un point de vue mécanique, quand bien même à cette époque déjà, et à la suite de Galilée, il y avait une pensée mécaniciste du vivant, mais elle ne parvenait pas à poser la question de la forme, de lui apporter une explication causale. Bien plus, ce développement était vu comme un problème purement quantitatif de croissance, de déploiement ou de dépliement, Entwicklung en allemand, de la forme. Et donc, voilà ainsi un certain point de départ dans lequel on peut voir que la croissance est au cœur des problèmes du développement. Le développement n'est même qu'un problème de croissance. Mais rapidement, et déjà en faisant référence à une pensée qui coexistait avec la pensée préformationniste, créationniste, savoir l'épigénèse qui remonte au moins à Aristote, on voit dès le XVIIe siècle, en William Harvey, en Angleterre, la résurrection, on peut dire, d'une pensée épigénétique dans laquelle la forme s'élabore en même temps qu'elle croît au cours du développement. Je cite ici et traduit en français un extrait de l'ouvrage majeur de William Harvey, publié en 1651, dans lequel il dit « Un animal qui est créé par épigénèse attire, prépare, élabore et utilise le matériau tout à la fois. Les processus de formation et de croissance se produisent en même temps. » Voilà. Donc, voilà une étape majeure dans la pensée du développement dans laquelle croissance et acquisition de forme sont intimement liés l'un à l'autre. Cela me permet donc de faire un lien avec ce qui a été l'objet de mes cours ces 2 dernières années, où je posais de façon très simple la question majeure et non résolue, comment une forme est-elle codée par un agrégat
de gènes, de mécanique et de notions géométriques. C'est ce qui était l'objet donc des cours ces 2 dernières années, avec notamment l'an dernier la question de l'information, savoir ce qui spécifie dans le temps et l'espace l'acquisition d'une forme, et dans lesquels on avait vu à la fois des déformations de nature purement géométrique, dans lesquelles on peut étendre par exemple une cellule, par rapport à des modifications de nature plus topologique, j'en cite une en particulier, le changement de position, et ainsi on peut caractériser à partir d'événements cellulaires, que l'on peut décrire de façon discrète ou continue, une déformation macroscopique dans un tissu et l'acquisition d'une forme complexe. Voilà ce qui a été l'objet donc du cours de ces 2 dernières années. Et même si on avait abordé la question de la croissance sous l'angle des déformations topologiques, j'y reviens tout de suite, la question de la croissance n'avait pas été abordée en tant que telle. Or, pourtant, on sait tous que les animaux naissent d'une seule cellule pour finir avec un organisme de, chez l'homme, 3 10 puissance 13 cellules, donc un nombre extrêmement important de cellules, dans lesquelles on voit associer 2 processus à l'échelle cellulaire, celui de la prolifération cellulaire, mais également celui de la croissance de la cellule. Alors bien sûr, et nous y reviendrons, croissance et division cellulaire sont souvent intimement liées, de telle sorte que le volume moyen d'une cellule reste constant en moyenne. Et on sait qu'il y a des écarts très importants, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc le problème de la croissance de façon générale peut se voir au niveau cellulaire comme le processus régulé de division et de croissance cellulaire, et il convient de bien distinguer ces 2 processus, nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, sous cet angle-là, on peut donc caractériser de façon quantitative la croissance comme une valeur scalaire, c'est-à-dire un nombre en une dimension qui caractérise en fait la croissance, enfin en tout cas la taille d'une structure et par sa dérivée un taux de croissance. Comme on l'avait vu l'an dernier, et je fais référence particulièrement au cours du 18 décembre 2018, dans lesquels on avait vu que la croissance, par la division cellulaire associée au volume, peut se voir comme une transformation topologique qui est un des composants d'un tenseur de déformation. Donc ce tenseur, qui est en 3 dimensions, va être une matrice 3-3 qui définit dans les 3 dimensions de l'espace les déformations d'une structure biologique d'un tissu. Et la croissance fait bien partie de ce processus. Donc, cette année, nous allons peu voir la croissance comme un tenseur. J'y fais plutôt référence, comme je le dis, au cours de l'an dernier. Mais c'est bien d'avoir cela à l'esprit lorsque l'on pense le lien entre forme et croissance. Mais vous allez voir que même penser la croissance comme un pur scalaire introduit un certain nombre de questions majeures qui va être l'objet des cours cette année, et dans lesquelles, comme d'habitude, vous allez voir que vont se mêler une description et une compréhension quantitative avec des modèles physiques, et de l'autre, une riche phénoménologie biologique, et notamment des aspects de régulation de nature biologique, les 2 étant intimement liés l'un à l'autre. Donc finalement, cette année, à l'échelle des tissus et des organismes, et l'année prochaine, à l'échelle de la cellule, nous allons poser la question, et tenter de répondre, en tout cas de faire un état des lieux de la question, comment code-t-on la taille d'une structure biologique, en ayant dans l'arrière-fond de notre réflexion l'idée que cela est intimement lié à la forme, vu que forme et taille sont liés l'un à l'autre. Et dans lesquels on va retrouver, alors en l'élargissant un tout petit peu, les 3 piliers qui ont guidé notre réflexion ces dernières années, à savoir les contributions des gènes, de la mécanique et de la géométrie, et j'y ajoute, parce qu'elles jouent un rôle naturellement majeur, celui de l'énergétique du processus de croissance. Toujours dans une perspective historique, et en continuant ce que j'avais abordé au tout début, il convient de rappeler la contribution de Darcy Thompson, qui, dans son ouvrage majeur On Growth and Form, publié en 1917, associe effectivement le problème de la croissance et celui de la forme biologique. Et en particulier, il avait défini ce qu'il appelait des lois de croissance qui, dans son esprit, ne sont pas vues, comme on dirait aujourd'hui, notre croissance au sens accroissement du volume, mais intimement liées à la question de la forme. Et en particulier, Darcy Thompson qui essaye d'apporter une explication, une description mathématique à des processus biologiques vus sous un angle de la physique, de la mécanique en particulier, définit des lois de croissance qui rapprochent des animaux vivant à des âges différents et apportant ainsi une espèce de tentative d'explication mathématique et physique au processus de transformation des formes biologiques, bien que, et je n'y vais pas m'y appesantir, on sait qu'il avait une pensée qui était difficilement à l'aise avec la pensée de Darwin, mais qui néanmoins prenait acte du fait qu'il y avait transformation des formes biologiques dans le vivant. Et finalement, il reliait par exemple ce squelette de cheval
vivant il y a des dizaines de millions d'années à un squelette de cheval actuel par des transformations conformes, c'est-à-dire des transformations qui préservent localement les angles et qui sont à l'origine donc de déformations. Et vous voyez ici la succession des différentes transformations conformes qui permettent de passer en quelques dizaines de millions d'années d'une forme à une autre. De tel type de transformation conforme peut également jouer un rôle, non pas dans l'évolution, mais au cours du développement des formes biologiques. Alors, à l'heure actuelle, on peut caractériser ces transformations conformes de façon un peu différente. Et voici ici extrait d'une revue qui discute dans un ouvrage, un numéro qui a été publié dans l'anniversaire du livre de Darcy Thompson on Growth and Form et qui caractérise comment on peut, par exemple, à partir d'une forme initiale extrêmement simple, définir des motifs, une spatialisation du taux de croissance. Et on voit bien que, par exemple, si la couleur plus claire correspond à un taux de croissance plus important, eh bien, on va avoir des écoulements de cellules représentés ici après un certain laps de temps dans lesquels on voit qu'une forme est générée par une variation spatiale purement scalaire du taux de croissance. Donc on voit bien que ici, simplement penser la croissance comme une valeur scalaire qui est spatialement organisée, on peut générer des formes complexes. Voici un exemple simple qui se prête à une description mathématique de deux façons, soit en utilisant des coordonnées cartésiennes dans lesquelles on transforme ainsi cette forme initiale en une forme plus complexe. Vous pensez à des pétales ou je ne sais quoi chez une plante. Et ici, les transformations conformes associées, donc dans l'esprit de Darcy Thompson, qui permet de caractériser mathématiquement cette forme. Donc voilà, toujours dans le thème de l'association intime entre forme et croissance, comment la croissance permet de générer des formes. Alors j'aimerais finalement aujourd'hui, et en vous citant un travail magnifique, vous montrer comment on peut aujourd'hui penser ou réactualiser la pensée de Darcy Thompson pour expliquer, par exemple, des choses aussi anciennes et remarquables que la formation, la diversité des formes des becs d'oiseaux. Donc vous connaissez l'histoire des pinsons de Darwin qui ont été caractérisés lors de son deuxième voyage sur le Beagle dans les îles Galapagos entre 1831 et 1836. Et donc dans l'archipel des Galapagos, il y a un certain nombre d'îles et Darwin avait montré qu'il existe donc à partir d'un ancêtre proposé qu'à partir d'un ancêtre commun, il y avait eu une diversification des formes des becs d'oiseaux, dont vous avez ici quelques dessins et ici des photos, montrant combien certains avaient des becs extrêmement trapus et puissants, qui étaient plus adaptés à l'appréhension de graines qu'ils pouvaient casser, alors que d'autres becs beaucoup plus fins étaient associés à un comportement insectivore. Et donc, on pouvait caractériser différentes familles d'oiseaux en fonction de la forme de leur bec. Et dans sa théorie de l'évolution, Darwin a proposé un schéma, en tout cas utiliser cette diversité de formes pour expliquer une forme de radiation des formes. Et on voit ici que, bien sûr, il y a une transformation morphologique, mais il y a également une transformation de taille des becs selon l'axe de la longueur et de l'épaisseur du bec. Et je cite ici une étude remarquable de Michael Brenner, qui est donc mathématicien avec Odger Campas et Absanoff, et donc différentes personnes. C'est un travail interdisciplinaire qui essaye de caractériser le type de transformations mathématiques qui sont associées à cette diversité de formes. Donc on voit ici le profil de différents becs de pinsons de Darwin, avec leur forme simplifiée ici en droite dans un schéma de couleur. Et en fait, on peut déjà appliquer un certain nombre de transformations purement scalaires, caractérisées par donc, une scalaire en x et en y, et se poser la question de savoir quelles sont les transformations scalaires qui permettent de mapper et de relier les différents becs d'oiseaux. Et en particulier, on peut définir une fonction en fait, que l'on cherche à minimiser, qui regarde l'écart entre la transformation scalaire d'une certaine forme, y2 par rapport à une forme de référence y1, et en minimisant cette forme, on peut identifier des groupes d'associations de formes. Et en particulier, ici, on voit, selon les deux axes, par un code de couleur, les différentes formes de bec, et l'on voit que certains s'associent les uns aux autres pour minimiser en fait, cette forme, et définissant ainsi un groupe de similitudes de formes selon des transformations scalaires. Et un autre groupe, ici, donc représenté par ce groupe B, dans lequel toutes ces formes peuvent se mapper. En tout cas, ils étudient uniquement la forme dorsale du bec de l'oiseau. Donc on voit ici que derrière la diversité des 15 différents oiseaux analysés par Darwin, on semble identifier deux groupes qui sont similaires, modulo une transformation scalaire.
On peut ensuite appliquer, à partir de ces deux groupes, d'autres types de transformations, des cisaillements, dans lesquels on peut de nouveau mapper ces différentes formes, différentes selon les transformations scalaires, en une forme unique qui caractérise ainsi tous les pinsons de Darwin. Donc, conclusion, derrière la diversité des formes de pinsons de Darwin, on peut définir des transformations mathématiques scalaires et de cisaillement qui se projettent en une seule forme unique, montrant ainsi qu'il y a une certaine proximité par des transformations mathématiques des différents becs d'oiseaux. Or, a priori, rien ne laissait supposer qu'on pouvait appliquer ce type de transformation pour caractériser la similitude des becs d'oiseaux. Alors, ce qui est remarquable, c'est que derrière cela, les biologistes ont identifié des facteurs qui jouent un rôle important dans la morphogénèse des becs. J'en cite un en particulier, BMP4, qui est un facteur de croissance de la famille des TGF-bêta, dont l'expression corrèle très bien avec la forme du bec. Vous avez en particulier ici un bec extrêmement trapu dans lequel vous avez beaucoup de BMP forts. Et en fait, il y a une corrélation entre expression de BMP4 et l'épaisseur du bec. Dans une autre étude que je ne détaille pas, mais que je cite en passant, par le même auteur Abzanov en 2006, la calmoduline en fait, a une expression qui corrèle avec la longueur du bec. Donc avec BMP4 et calmoduline, on a finalement les deux facteurs biologiques qui corrèlent avec croissance selon l'axe de la longueur et de l'épaisseur du bec. Et des études fonctionnelles montrent que l'on peut accroître l'expression des BMP4 et augmenter l'épaisseur du bec, ou inversement réduire l'expression de BMP4 et réduire l'épaisseur du bec. Donc il y a bien un lien fonctionnel. Et ces corrélations, il y a une corrélation quantitative entre BMP4 qui est un facteur de croissance, c'est montré ici. Si vous augmentez BMP4, l'incorporation de BRDU, qui est un marqueur de prolifération cellulaire, augmente par rapport à une référence. Donc ici, on identifie deux facteurs, BMP4 et calmoduline, qui sont des facteurs de croissance, jouent un rôle majeur dans la croissance des becs. Cette étude a été généralisée quelque peu par Michael Brenner dans cet autre magnifique papier publié il y a 2 ans seulement, et qui montre comment une famille beaucoup plus large d'oiseaux, donc 173 espèces d'oiseaux beaucoup plus variées, et appliquant la même méthode, montre que l'on peut aussi appliquer des transformations mathématiques de scalaires et de cisaillement pour identifier des groupes de similitudes. Et en allant un peu plus loin, donc on voit ici les 173 espèces étudiées de façon en couple, et on peut voir ainsi toute une série de groupes de similitudes de forme selon des transformations scalaires, et après selon des transformations de cisaillement, selon exactement la même méthode que j'ai rapidement détaillée plus tôt. Et donc on peut ainsi identifier, par exemple, 2 groupes différents selon les transformations scalaires. Après transformation de cisaillement, retrouver donc cette forme. Or, il se trouve que toutes ces formes sont des formes paraboliques. Donc il y a donc une description mathématique unique, caractérisée par les coefficients de polynômes qui caractérisent la forme de ces becs. Donc par rapport à l'espace de forme extrêmement vaste possible des becs, tous, modulo ces transformations, mappent sur une seule et unique courbe parabolique. Et donc finalement cette espèce de contrainte mathématique dans les descriptions des formes suggère aux auteurs l'idée qu'il y a en fait une espèce de contrainte biologique qui opèrent dans la diversification des formes. Celles-ci ne se produisent pas comme s'il n'y avait aucune contrainte qui, les auteurs en font l'hypothèse, est propre au mode de régulation de la croissance par des facteurs internes de type BMP4. Et en particulier, du point de vue du lien entre croissance et forme, il est important de voir que la forme d'un bec, ce que l'on voit de l'extérieur, est finalement l'enveloppe, si vous voulez, de la zone de croissance du bec définit spatialement un instant t et évoluant au cours du temps. Donc vous avez ici l'axe du temps, la direction de croissance du bec, et finalement un bec très trapu sera un bec qui connaîtra une décroissance temporelle extrêmement rapide du domaine de croissance caractérisé par cette enveloppe ici. Et donc si jamais la croissance est rapide, vous allez avoir un bec qui a cette forme-là. Si la croissance est beaucoup plus longue, vous aurez un bec beaucoup plus long. Donc à partir de cette description de lien entre la forme du bec et l'évolution spatio-temporelle du domaine de croissance, les auteurs posent la question, quelle est l'évolution spatiale et temporelle de la zone de croissance, de telle sorte que modulo les transformations de cisaillement et scalaires, on tombe sur une forme purement parabolique décrite par cette forme. Et les auteurs font donc des prédictions sur,
en fait la forme de cette zone de croissance dans l'espace et le temps, et il montre en particulier que cette zone de croissance qu'ils étudient avec encore l'incorporation d'un facteur de prolifération cellulaire est exactement conforme à ce que les prédictions du modèle assurent. Donc ils en concluent que l'évolution spatio-temporelle du domaine de croissance, d'accord, est contrainte de l'intérieur pour générer cette forme parabolique. Et donc finalement on en vient à l'idée que des facteurs de croissance, BMP4 et calmoduline, jouent des rôles majeurs dans l'organisation spatio-temporelle de la zone de croissance, laquelle définit au cours du temps une enveloppe qui définit la forme du bec. Donc je voulais m'attarder sur cette étude simplement pour vous illustrer comment la pensée de Darcy Thompson permet de penser le lien entre forme et croissance, d'accord, et finalement d'introduire l'idée que des facteurs de croissance, que l'on reverra dans le cours numéro 4, jouent un rôle majeur dans la génération de la forme, de la taille d'une structure, et on verra à cette occasion le lien intime entre patterning, ce qui définit la forme, les motifs de développement, et la croissance de la structure. Voilà. Donc pour moi, c'était une façon, en introduction, d'illustrer la pensée de Darcy Thompson aujourd'hui, et clôt un peu ce chapitre, pour moi important, et comme lien avec les 2 années précédentes, entre croissance et forme. Voilà, donc nous voici avec ce sujet majeur du contrôle de la prolifération et de la croissance cellulaire, que l'on peut voir comme un scalaire ou comme un tenseur, sur le type de questions auxquelles on s'intéresse. Je présente ici les 2 grandes questions qui sont sous-jacentes au problème de la croissance. Tout d'abord, qu'est-ce qui est le moteur de la croissance? Qu'est-ce que la croissance? On sait que c'est donc l'augmentation de la taille et in fine du nombre de cellules, mais finalement, lorsqu'on réfléchit un tout petit peu, dans une cellule, on sait qu'il y a beaucoup d'ingrédients, nous allons voir ça plus tard, et que donc croître une cellule, ce n'est pas un problème si trivial que ça, d'autant que la cellule doit avoir une structure organisée, qu'elle-même doit garder un certain nombre de proportions pour pouvoir fonctionner de façon correcte. Donc, qu'est-ce qui assure la croissance de la cellule? Partons de là des tissus, des organes, de l'organisme. On voit ainsi différentes échelles emboîtées les unes dans les autres comme des poupées russes, et que donc il s'agit d'harmoniser toutes ces différentes problématiques. On verra donc bien que la croissance est un problème multi-échelle, c'est pourquoi il va nous falloir 2 ans pour aborder cette question plus en profondeur. Derrière la question du moteur de la croissance, il y a le problème de la source énergétique. Alors on se doute bien que l'alimentation est importante, mais on sait aussi qu'à manger plus, on peut devenir certes plus gros, mais on ne peut pas non plus devenir plus grand. Donc il y a des choses propres à l'organisme qui régulent la croissance indépendamment de la source énergétique. Comment cette énergie est transformée, voilà ce qui est au cœur de cette matière active qui est le vivant, dans lequel une énergie métabolique est transformée en énergie mécanique. Et la question aussi de l'approvisionnement ou de la distribution énergétique qui fera l'objet spécifique du cours prochain, et dans lequel, en fait, simple mise à disposition de l'énergie est un problème majeur avec des contraintes associées. Et puis, finalement, si l'on raisonne de façon plus quantitative, qu'est-ce qui définit le taux de croissance? Parce que les choses doivent être bornées dans le temps. Un organisme a une certaine durée de vie, une certaine espérance de vie, et une cellule également. Donc le taux de croissance doit aussi pouvoir être réglé. Qu'est-ce qui définit ce paramètre-là? La deuxième grande question est celui de l'arrêt de la croissance, parce que finalement, une structure biologique croît, puis arrête de croître. C'est vrai de tous les organismes, l'être humain en particulier. Après la puberté, la croissance s'arrête. Les organes non plus ne croissent pas plus. Donc il y a bien un processus d'arrêt de la croissance. Et d'ailleurs, si on en réfléchit un instant, la croissance est un processus exponentiel. Et étant donné ce qu'est une croissance exponentielle, il est absolument capital que la croissance s'arrête par l'équilibre au moins de mort cellulaire et de division cellulaire. C'est vrai d'une solution de bactéries Escherichia coli, et c'est vrai aussi d'un organisme. Donc il y a un processus homéostatique qui est en jeu, et dans lequel on se doute bien qu'il y a quelque chose qui mesure la taille des structures biologiques, de la cellule, du tissu, de l'organe et de l'organisme. Donc là, une question majeure qui va en fait traverser ces cours, c'est qu'est-ce qui est mesuré? D'accord? Quel est le paramètre, quels sont les paramètres qui sont mesurés, qui permettent d'arrêter la croissance à un moment donné? On voit associer toute une série de questions corollaires qui sont aussi majeures. Qu'est-ce qu'il y a sur les proportions? Pensez à votre visage, la partie gauche et la partie droite est extrêmement symétrique au regard des milliards de cellules qu'il y a néanmoins dans un organisme. Et donc c'est bien qu'il y a au-delà de la forme des paramètres quantitatifs de croissance qui sont aussi proportionnés, qui se parlent. Comment cette question trouve-t-elle une réponse? Finalement, en réfléchissant à la question de la
de ce qui est mesuré. On peut déjà raisonner en se disant qu'a priori, ça peut être la taille, ça peut être la durée du processus. Et puis, derrière ces deux questions-là, y a-t-il des concentrations de substances qu'il faut considérer, des paramètres mécaniques? Voilà, on verra toutes ces choses-là illustrées au fur et à mesure des cours prochains. Donc voilà ici un certain nombre de questions très générales qui trouveront certains éléments de réponse dans les semaines qui suivent. Le problème de la croissance est aussi un problème majeur dans le vivant parce que, nous allons le voir, il est au cœur de toutes les grandes questions de la biologie, à savoir d'un côté le développement. On voit bien ici qu'au cours de la vie, in utero, puis à la naissance, et après, au cours de la vie vers le stade adulte d'un être humain, eh bien, il y a un accroissement évidemment de la taille, mais également des changements de proportion. Donc nous verrons ces problèmes d'allométrie, qui sont des variations propres, internes à l'organisme, dans les différentes proportions de l'organisme. Donc au cours du développement, il y a des questions non triviales sur l'augmentation totale de l'organisme, la croissance totale de l'organisme, et des modifications des proportions internes. C'est aussi une question qui est au cœur des processus d'évolution. Prenez simplement l'exemple de l'évolution de l'être humain. À partir de ses ancêtres australopithèques jusqu'à l'homme moderne, il y a environ un facteur 3 de croissance du volume de l'encéphale, ce qui veut dire que, donc, il y a eu un paramètre majeur d'évolution de cet organe par rapport à d'autres organes. Donc je ne pense pas qu'on soit capable encore d'expliquer cette évolution-là, mais on se doute bien que notre évolution a été extrêmement dépendante d'un contrôle de la croissance d'un organe par rapport à d'autres, et que c'est donc été capital. Et puis, sur un angle même plus physiologique, la croissance, une maladie de la croissance, c'est simplement une tumeur. Ce n'est pas le problème de la prolifération cellulaire dans une tumeur, c'est le problème de la croissance. Et d'ailleurs, si l'on meurt, c'est parce que les ressources énergétiques dont a besoin la tumeur pour croître, en fait, fragilisent l'organisme, finissent finalement par le tuer, indépendamment des problèmes physiologiques qui est qu'une tumeur peut coloniser un autre organe fonctionnel. Donc finalement, retenez simplement ça, si vous avez une sensibilité plus médicale. Et pourquoi la croissance, l'étude de la croissance est un problème majeur? C'est que c'est une maladie au cœur d'une chose aussi vaste et complexe que sont la croissance tumorale. Donc, je ne vais pas en fait approfondir la question des tumeurs proprement cette année, mais néanmoins, c'est bon d'avoir en arrière-fond que tout ce que l'on va voir comme mode de régulation de la croissance est typiquement dérégulé dans un certain nombre de cancers. Voilà qui plante le décor au carrefour des trois grandes questions biologiques, physiologie, évolution et développement. Et également des différentes modalités d'étude du vivant. On peut imaginer, et je rappelle que la croissance implique déjà une régulation de l'ordre de la génétique et de la signalisation. Vous voyez ici une étude, on sait tous que les chiens ont des tailles différentes, ils sont tous sélectionnés, donc c'est une évolution faite par l'homme. Et en fait, par exemple, un facteur aussi simple que IGF, et son récepteur est un des facteurs majeurs qui explique la différence de taille chez les chiens. Mais on verra qu'il y a toute une série de facteurs de croissance qui jouent un rôle important. Je vais signaler les BMP dans la croissance des becs. Mais également la mécanique joue un rôle important chez les animaux comme chez les plantes, et chez les plantes en particulier. On sait bien que le vent est capable de façonner la croissance des arbres, ou alors une sollicitation mécanique chez Arabidopsis peut en fait générer une modification de la forme de la plante, un processus qui s'appelle du doux nom de thigmomorphogénèse. Mais également les hormones, l'épigénétique jouent un rôle important dans la croissance, le dimorphisme sexuel chez les animaux, chez les insectes, chez les vertébrés, et je cite ici l'exemple assez spectaculaire de ces lions de mer, dans lesquels on peut voir que le mâle est à peu près 3 fois plus gros, lourd, que la femelle, 300 kg par rapport à 100 kg. Donc là, ce sont des modifications qui sont simplement explicables par les hormones sécrétées et l'alimentation, le comportement qui vont avec. Et puis, puisque l'on parle de l'alimentation, c'est aussi un rôle important. Il n'y a pas de croissance sans alimentation. On connaît les problèmes de malnutrition et les problèmes de croissance qu'ils engendrent. Chez les insectes, en particulier, on sait qu'une protéine, donc qui a été identifiée, la royolactine, est un des facteurs qui joue un rôle important dans la différenciation au sein d'une fourmilière entre la reine, femelle et fertile, et puis les ouvrières et les soldats qui sont des femelles stériles. Et c'est simplement l'alimentation spécifique de cette femelle qui génère en fait d'abord son accroissement de taille très spectaculaire. Et donc l'identification de ce facteur, qui est l'un de ces facteurs, royolactine, lorsque l'on administre à des abeilles, permet de générer une abeille plus grosse.
Et puis même chez la mouche, donc un insecte d'une autre famille, hein, qui n'est pas un hyménoptère mais un diptère, l'expression seule de la royalactine d'abeilles est capable de générer un accroissement de la taille chez la femelle, montrant en fait que c'est un facteur qui de lui-même est capable d'induire une croissance importante. Donc on voit ici le problème du contrôle et des contraintes de la croissance au cœur de multiples questions ou approches problématiques biologiques de signalisation, de mécanique, d'apport énergétique, d'endocrinologie. Voilà. Donc voilà des choses que l'on aura l'occasion d'aborder cette année. J'aimerais maintenant tourner une page et essayer de vous sensibiliser au problème de l'ordre de grandeur et de raisonner sur certains ordres de grandeur, parce qu'on ne peut pas raisonner de façon qualitative sur la croissance si on n'a pas un certain nombre d'ordres de grandeur en tête. Donc je vais illustrer cela en essayant de vous montrer que déjà les formes du vivant traversent des ordres de grandeur extrêmement vastes. Alors je prends les extrêmes, hein, je prends Escherichia coli à gauche, une cellule c'est un femtolitre, 10 puissance moins 12 grammes, 1 picogramme, c'est 1 micron-cube, d'accord, en volume. Non, pas un micron-cube. Si, c'est un micron-cube. Mais un micron-cube, c'est un femtolite, c'est ça. Et donc, vous avez à l'autre extrémité à droite une baleine bleue, d'accord, du poids de 150 tonnes. Et vous avez ici un ordre de grandeur de 10 puissance 20. 10 puissance 20, c'est un très grand nombre, on n'a pas une intuition naturelle. Si vous prenez l'organisme le plus grand sur Terre, on va prendre le séquoia géant, 10 puissance 21. Donc voilà en gros l'extrême des formes du vivant. On pourrait aller un peu plus loin en prenant un virus, 10 puissance 22. Mais en tout cas, cet ordre de grandeur, essayons de nous habituer à ce que cela signifie, parce qu'on aura les mêmes problèmes de contraintes au cœur de la croissance. Parce qu'une bactérie, elle va croître dans une colonie de façon exponentielle. Donc, si vous raisonnez à l'échelle de la cellule et de la colonie qu'elle génère, voilà, si vous voulez, un organisme multicellulaire, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 10 puissance 20 ? Si vous prenez une baleine bleue et que vous multipliez par 10 puissance 20, la masse, c'est 2 fois la taille de la Terre. D'accord ? Le poids de la Terre. Donc, c'est quand même très important. Et si vous raisonnez un peu plus loin, si ça ne vous parle pas, vous prenez la Lune et vous avez 2 voies lactées. Donc, si vous voulez, c'est pour vous montrer que... Alors, je ne sais pas quel est le chiffre le plus naturel, quel est le rapport de grandeur le plus naturel pour vous, mais en tout cas, ça montre que cette question de la croissance que l'on va voir cette année traverse des ordres de grandeur énormes. Et on verra l'implication que cela a. Par exemple, à partir du moment où la croissance d'un organisme relie des échelles aussi différentes, prenez un être humain. Donc, dans un être humain, il y a 3 10 puissance 13 cellules. Une cellule moyenne d'un être humain, c'est à peu près 1000 micron-cubes, d'accord, 1000 fois une bactérie. Il y a 3 10 puissance 13 cellules. L'unité de croissance, ça va être la cellule, et l'organisme qu'elle génère va être un agrégat de 3 10 puissance 13 cellules, ce qui est déjà énorme. Donc, et si vous prenez une baleine bleue, on va aller jusqu'à 10 puissance 17, qui est aussi un rapport de taille extrêmement important. On imagine bien que dans le contrôle de la croissance, il va y avoir une interaction entre ces deux échelles. Et pensez simplement du point de vue de la distribution, de l'allocation de l'énergie nécessaire à la croissance, pour se rendre compte du problème majeur que pose l'import et la mise à disposition, la distribution énergétique. Ce n'est pas du tout un problème simple si on y réfléchit. Parce que, par exemple, d'un point de vue énergétique, le contrôle donc l'énergie est importée par l'alimentation, elle est distribuée aux cellules, au niveau desquelles elle est transformée pour générer la croissance, par une conversion d'énergie, on va dire, chimique en énergie mécanique et en autre énergie chimique. Or, pensez un instant que l'absence ou l'arrêt total de l'apport énergétique dans une cellule conduit en quelques minutes à la mort cellulaire. Pourquoi ? Parce que, en ordre de grandeur, un être humain ingère en moyenne 2000 kilocalories par jour. 2000 kilocalories par jour, c'est 80 moles d'ATP générés par jour. 80 moles d'ATP, c'est 40 kilos. C'est à peu près la moitié de la taille. C'est-à-dire que chaque jour, l'être humain recycle à partir de l'ADP, en gros, en ordre de grandeur, son poids en ATP, ce qui est colossal. Et si l'on imagine un instant ce que ça veut dire, pour une cellule, c'est de l'ordre de 3 10 puissance 16 molécules d'ATP par cellule par seconde. Maintenant, si vous avez en ordre de grandeur le nombre de ribosomes, quelques millions, ça veut dire que si vous arrêtez la production d'ATP, donc l'apport énergétique nécessaire pour ça, en fait, la cellule, en quelques secondes, elle déplète complètement son ATP et en quelques minutes, elle meurt. Vous avez 3 10 puissance 13 cellules dans un organisme et chaque cellule, en fait, a les mêmes demandes énergétiques. Alors, on sait qu'il y a des différences. Le cerveau consomme plus que l'intestin, par exemple. Je ne sais pas. En tout cas, certainement un peu plus. On fonctionne à peu près 100 watts, donc 100 joules par seconde.
Et donc, vous voyez que l'allocation de l'énergie, de l'injection, de l'alimentation jusqu'à chaque cellule, étant donné cette demande à un flux aussi important, est un problème majeur. Pensez par analogie, à une société humaine de 3 10 13 habitants, c'est beaucoup plus que ce qu'il y a sur Terre, et de la mise à disposition des ressources énergétiques pour permettre la croissance de chaque individu. Donc ici, la question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui sous-tend l'efficacité d'un processus démocratique d'allocation de l'énergie à toutes les cellules d'un organisme. Je prends l'exemple de l'homme parce qu'il nous parle, mais n'importe quel organisme devra répondre aux mêmes contraintes. Et on voit donc, et ça sera l'objet du cours la semaine prochaine, que cette mise à disposition de l'énergie, étant donné les demandes majeures d'un organisme, sont colossales. Et dans la transition entre unicellularité et multicellularité, il s'est agi de progressivement mettre en place des stratégies qui ont permis la croissance quantitative d'organismes permettant cela. Alors, une autre question majeure, c'est le lien entre croissance et forme, parce que vous pouvez certes vouloir augmenter la croissance d'un organisme en travaillant sur ces modes de mise à disposition de l'énergie, mais vous devez pouvoir le faire tout en gardant en fait la forme d'un organisme. D'accord ? Alors, je prends un exemple au hasard, pas tout à fait au hasard, mais pour vous montrer le caractère extrême de ces, on dit scaling en anglais, je ne sais pas comment on dit, échelonnage, je vais dire scaling, si ça ne vous gêne pas. Hein. On doit parler en français, mais l'anglais parfois est utile. Le scaling, prenez l'exemple d'un frelon, une grosse bête. Ça, c'est une toute petite guêpe minuscule qui fait 170 microns. Si vous mettez à l'échelle l'un et l'autre, vous allez voir dans un instant. Mais la question est donc bien de savoir comment en fait, on peut garder les patterns d'animaux de taille massivement différente. Parce qu'en gros, ces animaux ont la même fonction, ils marchent, ils volent, ils se reproduisent, ils ont un cerveau. Certes, ils ont une durée de vie différente. Il y a quelques milliers de neurones dans la tête de cet insecte. Ils ont une vision, ils ont un odorat. En gros, ils font tous la même chose. Cela est beaucoup plus inoffensif que cette sale bestiole. Et voilà, mise en fait à l'échelle. D'accord ? Donc, mise à l'échelle, vous avez le plus petit hyménoptère, l'un des plus petits organismes multicellulaires, et un frelon. C'est donc colossal. D'accord ? Vous voyez ici une photo qui était en fait la photo d'ouverture de ce cours. On voit ici une paramécie qui fait à peu près 200 microns de long et cette guêpe. Ici, vous avez une cellule et ici, vous avez plusieurs milliers de cellules, plus de 10 000 cellules, avec un cerveau capable d'avoir un comportement important pour la reproduction. Et puis ici, une amibe. Donc vous voyez ici illustré le fait que dans cette question de la mise à disposition de l'énergie, cela concerne parfois une seule cellule. Donc parfois, permettre la croissance d'une cellule, c'est un gros problème. Et puis en fait, la distribuer pour permettre de former un organisme multicellulaire complexe. Alors, toujours pour avoir ces proportions en tête, le rapport de taille entre ces deux insectes, c'est le rapport entre un petit poisson zèbre et une baleine bleue, ou un petit oiseau et un Boeing un Airbus A380. Donc vous voyez ici des rapports de taille absolument gigantesques, important d'avoir cela à l'esprit. Ou d'autres exemples, on va le voir, ici une belle grenouille que l'on voit dans le nord-est des États-Unis. Et puis ici, l'un des plus petits vertébrés identifiés, qui n'est même pas à l'échelle, hein, vu qu'il est sur l'ongle de cette personne, et qui est donc effectivement tout petit. On verra un peu plus tard. Donc la croissance des organismes joue sur des ordres de grandeur extrêmement vastes. Retenons cela. Alors la vie d'un organisme commence à partir d'une cellule, et se développe pour former un embryon. Et chez l'homme, à la naissance, on a un petit embryon qui devient un petit enfant qui grandit jusqu'à faire le poids généreux de à peu près 80 kg. Et si l'on regarde donc, le développement embryonnaire ici à partir de photos, reconstitué à partir de photos, c'est évidemment pas un vrai film, on peut voir le processus quantitatif de croissance, le pattern, on le verra plus tard, de l'embryon, la structure, ce qui permet de reconnaître les grands organes et l'axe embryonnaire, c'est quand l'embryon humain fait à peu près 2 mm. D'accord ? Donc ici, il y a un facteur d'accroissement de 10 puissance 10. D'accord ? 10 puissance 10, mais l'essentiel de la forme est acquise lorsque l'embryon fait 2 mm. Et donc on voit deux choses. Une croissance modeste jusqu'à l'acquisition de la forme, et après un accroissement colossal qui dure 9 mois chez l'être humain, qui est un processus donc très lent, plus d'1 an chez la baleine, et qui donne naissance à un enfant. Donc il y a un facteur d'accroissement chez l'être humain de 10 puissance 10, alors qu'il est simplement de l'ordre de 20 fois, une fois la naissance de l'être humain. Donc une croissance beaucoup plus importante in utero qu'après. Chez la baleine, 10 puissance 13,
chez la souris 10 puissance 6. Donc ce facteur d'accroissement dans l'embryogenèse et pendant l'embryogenèse est extrêmement important. Et plus important que le facteur d'accroissement chez l'adulte. Ici, 3 animaux qui ont en gros un facteur d'accroissement d'un facteur 20 après la naissance. Chez la baleine, le petit baleineau à la naissance pèse 7 tonnes. C'est quand même une belle petite bête. Et donc, il a fallu assurer la croissance de cet organisme in utero. Alors voilà des exemples qui montrent, pour des taux de croissance similaires après la naissance, des taux de croissance in utero extrêmement vastes. On verra que ça varie. Mais néanmoins, l'objet de cette diapositive est de vous illustrer le fait que la croissance n'est pas simplement un problème après la naissance, mais aussi un problème de développement in utero chez les mammifères. Alors justement, j'introduis rapidement ce qui fera l'objet d'un cours entier la prochaine fois. On peut étudier de façon beaucoup plus vaste les courbes de croissance d'organismes. On a ici un petit hamster, ici on a un poisson, ici un oiseau et ici une vache. Alors les unités ne sont pas les mêmes. On est en échelle logarithmique. Non, on n'est pas en échelle logarithmique sur cette diapositive, mais on peut voir donc, des courbes de croissance différentes au cours du temps. Et on voit dans cette famille d'animaux, donc ici les mammifères, que en fait, ça varie d'un facteur. Là, ça, c'est le rapport de taille entre la taille finale chez l'adulte et la taille à la naissance. Alors, je vous citais 20 pour la baleine, la souris et l'homme. On voit en fait que ça varie un peu plus dans certains organismes. Chez le cochon, 320 fois. Mais voilà en gros les différents ordres de grandeur. Chez les oiseaux également, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un facteur 20, mais avec des variations extrêmement importantes. Et chez les poissons qui ont un développement non déterminé, les poissons peuvent croître beaucoup plus jusqu'à ce qu'un prédateur les mange, on a des explorations de rapports de taille beaucoup plus vastes, jusqu'à 10 puissance 5. Mais ce qui est important, c'est que derrière cette diversité de courbes de croissance chez les adultes, il y a, à vrai dire, et là je ne l'explique pas, mais on peut renormaliser les données de taille, la masse, une masse non dimensionnelle, on verra cela la prochaine fois à partir d'une théorie, et un temps renormalisé, qui a cette forme un petit peu compliquée, on verra que c'est simple la prochaine fois, et qui donne naissance à une courbe unique qui relie cette taille masse redimensionnalisée par rapport à un temps en une croissance qui sature jusqu'à un maximum. Et tous ces animaux, d'accord, suivent cette courbe de croissance unique, ce qui est assez remarquable, qui pointe du doigt l'idée qu'il y a cette forme d'universalité de la croissance ontogénique des animaux. Et l'on verra la prochaine fois que ce qui sous-tend en fait cette l'universalité de cette courbe de croissance, ce sont des contraintes associées justement à la mise à disposition de l'énergie dans l'organisme à partir de l'ingestion et jusqu'à chaque cellule. D'accord ? Donc le problème de la mise à disposition de l'énergie n'est pas simplement un problème permissif, mangeons et nous pourrons croître, mais il y a des contraintes imposées par la distribution de l'énergie qui permettent d'expliquer la taille finie et l'universalité des courbes de croissance. Donc, le 19 novembre, on aura une explication détaillée de cette problématique. Alors, aujourd'hui, on va beaucoup discuter des questions de contraintes de croissance, parce que souvent en biologie, on le voit du point de vue des facteurs régulatifs, de régulation. Mais en fait, il y a des contraintes, et je vais en nommer 3 au fur et à mesure de ce cours, et nous ferons une synthèse à la fin. Donc, une première contrainte est suggérée par une observation ancienne. On part au XIXe siècle de l'observation de Haeckel, qui avait caractérisé cet âge phylotypique, dans lequel, prenant des embryons aussi variés que le poisson, la salamandre, des oiseaux, cochons, l'être humain, etc., on voit qu'à ce stade précoce de l'embryogenèse, qui en gros correspond à une taille de quelques millimètres, les embryons ont tous la même forme. Impossible de distinguer, de voir en petit un être humain. En fait, on ressemble beaucoup à tous ces autres animaux. Alors, on sait qu'il avait un petit peu traficoté les datas pour défendre sa théorie, mais voilà ici des vraies photos d'animaux à ce stade phylotypique, la tortue, la souris, le poisson, le poulet et la grenouille. Donc, la grenouille, certes, est un petit peu différente, mais il y a une similitude de forme. Or, ce qui est remarquable, c'est que derrière cette similitude de forme, une chose peu décrite, mais néanmoins très importante, c'est que la taille de ces embryons est en gros la même. On va le voir dans la diapositive suivante. Il y a une contrainte de taille. Les embryons ont tous en gros la même taille de quelques millimètres, quand bien même les œufs à partir desquels ces embryons se forment ont des tailles différentes et des structures différentes. Et évidemment, chez l'adulte, des tailles extrêmement variées également. Et prenons l'exemple des oiseaux, vous avez ici poulet et l'émeu. Les rapports de taille des œufs sont très conséquentes. Et ici, la zebra finch, donc un oiseau plus petit, un petit, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, enfin un petit poisson, un petit oiseau, a des œufs beaucoup plus petits. Si vous regardez maintenant au stade très précoce de la gastrulation, au stade de la blastula,
on a chez l'émeu, le zebrafinch, cet oiseau, le poulet et l'émeu, en gros, ça a la même taille. D'accord ? Le même nombre, à peu près le même nombre de cellules et la même taille de la structure. Néanmoins, et l'on voit au stade phylotypique, on commence à voir, alors certes, un rapport d'extrême peut-être d'un facteur 2 entre le zebrafinch et l'émeu, mais un facteur 2, c'est rien par rapport à un rapport de taille beaucoup plus important chez l'adulte. Et ici, vous voyez que le poulet et l'émeu, en gros, font 1 cm de longueur à ce stade particulier et la moitié chez le zebrafinch. Donc je voulais illustrer le fait qu'à une structure, un pattern, ce stade phylotypique constant, on a aussi une taille qui est en gros de même ordre de grandeur. D'accord ? Et ça chez les oiseaux, mais prenons ici cette photo prise par Olivier Pourquier il y a fort longtemps, lorsqu'il était à Nozan-sur-Marne. On peut voir ici un embryon de poulet à 4 jours et un embryon humain à 6 semaines. Alors les stades ne sont pas... La durée de développement n'est évidemment pas la même, mais c'est le stade phylotypique où on reconnaît les mêmes structures, ce qui a inspiré Haeckel dans ses descriptions, et l'on voit que le rapport de taille est modeste, au maximum d'un facteur 2, sans doute même moins, et l'embryon fait en gros 1 cm de longueur. Alors, ce qui diffère évidemment entre les deux est la vitesse de croissance. Le taux de croissance est drastiquement différent, et il est d'un ordre de grandeur 10 fois plus faible chez l'homme que chez la souris. D'accord ? Mais néanmoins, bien que les taux de croissance soient différents, la taille au stade phylotypique est la même. Et donc, à ce stade particulier où il y a un certain établissement de la forme en lien avec la taille, on voit comme s'il existait une contrainte de taille. Pourquoi il n'y a pas si je parle en fait de contrainte, c'est qu'on se demande pourquoi il n'y a pas d'une plus grande diversité de taille au stade où le pattern est établi, sachant que cette diversité de forme se rencontre au stade de développement plus tardif. Voilà, donc à la question de savoir ce qui relie le pattern et la forme, j'aimerais apporter au moins non pas une réponse définitive, mais en tout cas une piste de réflexion possible. À la question du lien entre pattern et croissance, il y a comment dirais-je, je pense qu'il faudrait faire quelque chose là. Excusez-moi pour lui. Il faudrait ce lien entre croissance et pattern donc sera abordé dans le cours numéro 4 et j'aimerais ici simplement introduire la question de l'instabilité de Turing qui est un mode de réflexion parce que dans les instabilités de Turing que nous avions vues donc l'an dernier, il n'y a pas en fait de mécanisme en fait pour établir un scaling entre la forme et la taille, vu que le scaling est directement lié aux propriétés des activateurs inhibiteurs. Donc, qu'est-ce qu'une structure de Turing ? C'est une structure dans laquelle on a un activateur qui s'auto-active, qui induit son propre inhibiteur. Et on avait vu l'an dernier, dans le cours numéro 2, que ces instabilités de Turing, qui dépendent par exemple d'un coefficient de diffusion différent de l'inhibiteur plus important que l'activateur, est à l'origine en fait d'une instabilité spatiale qui génère des motifs avec une longueur caractéristique qui dépend en fait des propriétés de diffusion, notamment de l'activateur par rapport à l'inhibiteur. Et pour avoir l'intuition de ce phénomène, vous avez donc ce motif d'excitation. Donc l'activateur s'auto-active, induit son propre inhibiteur, et comme l'inhibiteur diffuse plus vite que l'activateur, en fait il va éteindre toute tentative d'activation à distance, et l'activateur, lui, va devenir plus important que l'inhibiteur, et donc continuer à s'auto-activer par une boucle autocatalytique. Donc on parle d'excitation locale et d'inhibition à distance, qui se fait par exemple par des coefficients de diffusion différents, et qui génèrent des motifs très variés. Alors on a souvent cité l'exemple de la pigmentation chez les animaux, mais on va voir, et ces dernières années, il y a une recension d'un certain nombre d'exemples de motifs, de patterns développementaux qui semblent être caractéristiques de structures de Turing. Donc les biologistes n'ont jamais aimé les motifs de Turing. Quand Hans Meinhard, dans les années 70, a finalement redécouvert Turing et l'a popularisé pour les biologistes, en étudiant beaucoup plus en profondeur que l'article mathématique de Turing à l'origine, son rôle potentiel pour expliquer les structures développementales. Donc aujourd'hui, il revient plus à la mode de parler de Turing, j'en parle rapidement. Et trois études majeures en particulier ont montré comment Turing pourrait expliquer les longueurs caractéristiques de patterns. Par exemple, je cite ici la formation, la polydactylie chez les tétrapodes. Donc la polydactylie, on a, nous, 5 doigts. Si on étend le domaine du prémordium du membre, eh bien, en fait, il y a une polydactylie, il y a plus que 5 doigts. La longueur caractéristique entre ces différents doigts est définie par ce motif de Turing un peu plus compliqué avec 3 facteurs, activateur et inhibiteur.
Donc voici ici la référence. Et un autre exemple est la définition en fait de l'asymétrie gauche-droite dans le poisson zèbre, qui vient en fait d'un activateur nodal qui s'auto-active et de son propre inhibiteur lefty, qui définit ici une longueur caractéristique qui brise la symétrie gauche-droite dans l'organisme. Donc, tout n'est pas Turing, ce n'est pas du tout la question. Mais simplement, on peut s'interroger de savoir si, étant donné qu'un motif de Turing a une longueur caractéristique associée, finalement, est-ce qu'il ne convenait pas que les embryons aient en fait une taille caractéristique limitée pour opérer en fait les patternings, soit en utilisant les motifs de Turing, parce que ces structures-là, sauf modification du modèle de Turing, on le reverra dans le cours numéro 4, ne scalent pas. Ou alors pour d'autres modes de développement du pattern qui n'ont rien à voir avec Turing, dans lesquels néanmoins il faut transporter une activité par un morphogène, on verra ça dans le cours numéro 4. Donc ici, simplement pour introduire la question du fait que les contraintes dans la taille d'un embryon au stade où il acquiert sa forme, à ce stade phylotypique, suggèrent en fait un couplage fin entre croissance et patterning, à l'origine en fait, d'une contrainte interne sur la croissance. Sinon, on ne voit pas pourquoi les embryons n'auraient pas exploré à ce stade crucial du développement de leur pattern des tailles beaucoup plus vastes. Donc ça, c'est la suggestion d'un premier type de contrainte dans la croissance d'un embryon. Alors, d'ailleurs, comme preuve peut-être plus récente encore de ce scaling, prenons l'exemple dans ces études reconstituées in vitro d'embryons, ici à partir de cellules souches humaines et de souris. On voit ici donc un embryon, ce n'est pas vraiment un embryon, hein, c'est un agrégat de cellules extrait à partir de cellules souches qui s'auto-organisent et suivant la taille de la structure sur laquelle s'auto-organise le pattern, vu ici par les différentes couleurs de facteurs qui marquent des territoires de cellules, on voit en fait une longueur caractéristique. Par exemple, si vous avez un disque plus large, vous n'avez pas un domaine vert et rouge plus large, tout simplement un accroissement du domaine central en bleu et jusqu'à une forme beaucoup plus petite. Donc ici, on a une longueur caractéristique qui, dans cet article, que je recommande d'ailleurs, indique comment il peut s'expliquer par un motif de Turing avec une excitation locale BMP4 et Noggin, voilà, qui est le propre inhibiteur. Donc on voit ici encore un autre exemple de motif du Turing qui explique des longueurs caractéristiques. Voilà, donc par rapport, retour à ce stade phylotypique, étant donné qu'ici on a le stade crucial du patterning avec les contraintes associées sur la taille de l'organisme, alors chez les vertébrés, retenez 1 cm en ordre de grandeur, chez les insectes c'est plus petit, mais néanmoins il y a une certaine conservation, on va être de l'ordre du millimètre. D'accord ? Donc les deux phases de croissance majeure vont se situer avant et après. Et l'on va voir que cette contrainte induit en fait comme un façonnement des modalités de développement. Derrière la diversité des formes de développement, on peut voir que les différentes stratégies que l'évolution a sélectionnées proviennent en grande partie des contraintes imposées par la croissance. Et c'était en fait un premier message important que je vais maintenant illustrer un peu plus. Alors, qu'est-ce que j'entends par le fait que les contraintes de la croissance façonnent le mode de développement ? Justement parce que l'on va reléguer les phases de croissance à un stade où le pattern est déjà constitué. Et prenons l'exemple, par exemple, des amphibiens. On voit ici le développement simplifié d'un amphibien, d'une grenouille, à partir de la cellule initiale. On a clivage embryonnaire qui produit quelques milliers de cellules. Puis, en fait, ce stade caractéristique où se produit le stade phénotypique, où on acquiert la forme de l'embryon. Après l'émergence de ce petit animal à la naissance, il y a un phénomène de croissance avec peu de transformations morphologiques. Alors certes, avec la morphogénèse des pattes, on a une modification, mais si vous voulez, c'est une croissance quantitative majeure avec peu d'événements morphogénétiques par rapport à ce qui se passe entre la première cellule et l'acquisition du stade phénotypique. Voilà. Donc on a une phase de croissance externe et une forme de croissance interne à partir pour la production de l'œuf. Voilà pour les amphibiens. Chez les oiseaux, c'est en gros la même chose. Hein. Il y a une phase de croissance très importante pour produire un œuf le plus gros possible. Pensez d'ailleurs chez les dinosaures, la taille devait avoir un œuf, il devait être suffisamment gros pour avoir un petit qui pouvait sortir. Et pareil, à partir de la gastrulation et jusqu'au stade phylotypique, production donc, de la forme avec peu de croissance, suivie après par une phase de croissance majeure jusqu'à la naissance et chez l'adulte. Donc, on a ainsi relégué les phases de croissance à deux extrémités, ovogénèse et croissance en dehors de l'œuf. Et une contrainte importante, c'est que ce qui émerge de l'œuf doit être capable de se nourrir de soi-même. Donc là, c'est pour ça que la taille de l'œuf est très importante, parce qu'il va falloir un bec, tout un appareil digestif, et donc c'est pour ça que la forme doit se générer si tôt.
Lorsque l'on veut générer des formes plus petites, il y a une solution simple, par exemple chez les amphibiens, c'est de contourner toute cette phase de croissance et directement à la naissance, de passer à la forme adulte en faisant pousser des membres. Ce processus en fait, où l'on devient un développement direct, sans stade larvaire, correspond à ce qu'on appelle la progénèse et ce qui est à l'origine de la formation de ces toutes petites grenouilles qui ont en gros la taille d'une drosophile, alors que c'est un vertébré, etc. Donc ici, les modalités, la plasticité pour explorer des tailles différentes, c'est en fait de contourner les étapes de croissance qui font pourtant la règle chez ces organismes. Alors chez les insectes, la phase de croissance est essentiellement la stade larvaire, qui chez certains insectes est assez monstrueux. Donc je voulais vous montrer cela. En fait, on peut générer des insectes très différents en jouant sur cette phase de croissance au stade larvaire. Chez d'autres invertébrés comme le nématode, il y a toute une série de stades larvaires dans lesquels il y a aussi un pur problème de croissance du tissu. Alors là, on en vient à un élément central en fait, dans la réflexion sur cette croissance des tissus, c'est qu'il y a une autre contrainte qui est qu'une cellule différenciée ne peut pas se diviser. Prenez même une cellule assez simple d'un point de vue des caractéristiques différenciées comme une cellule de la bordure intestinale avec ses microvillosités. En fait, ces cellules-là ne se divisent pas, d'accord ? Elles ont un temps de vie d'ailleurs assez court. C'est des cellules souches dans la crypte qui génèrent les précurseurs, qui après se différencient. Et après, il y a toute une évolution, un trade-milling de ces cellules jusqu'à l'extrémité de la villosité, qui après meurt. Et tout est recyclé en 5 jours. Donc une cellule différenciée ne se divise pas. Alors c'est vrai de cellules différenciées modestes, et a fortiori pour des cellules différenciées beaucoup plus complexes comme des neurones, comme on voit ici dans ce dessin de Caral, des photorécepteurs, bref, toutes les cellules auxquelles vous pouvez penser sont des cellules qui, une fois différenciées, ne peuvent pas se diviser. Parce que finalement, il y a un coût sans doute à la structure différenciée a déjà coûté il y a un certain coût énergétique, et puis même, simplement, démanteler cette structure et la reformer serait trop lourd. Donc, la cellule différenciée ne se divisant pas, comment va-t-on faire pour croître un organe ? Donc, vous pouvez réfléchir, mais je vous donne tout de suite les deux solutions. Et en fait, on les rencontre universellement. Et là aussi, cela a façonné les modalités de développement et la croissance. La première, c'est la croissance d'une cellule différenciée. Alors, on va voir, il y a des contraintes associées, non triviales. Mais pour vous illustrer cela, regardez simplement ce neurone produit au stade embryonnaire chez la drosophile. Et quelques jours plus tard, ce neurone a en gros la même forme. On peut montrer que le pattern n'est peu modifié des arborisations. Et néanmoins, il est d'un facteur quasiment 10 fois plus important, plus que 10 fois plus important en surface. Donc il y a un accroissement cytoplasmique, des lipides, de la membrane, du cytosquelette, de tout dans cette cellule, alors que la forme est la même. Donc finalement, ici, pure croissance d'une structure différenciée, et ça se rencontre de façon extrêmement large. La deuxième solution, c'est de retarder au maximum la différenciation dans un organisme. Et ce retard de différenciation se fait donc par l'intermédiaire d'une prolifération, et souvent, et quasiment systématiquement, par l'utilisation de cellules souches. Donc on entend tous parler de cellules souches. La cellule souche, finalement, une modalité de prolifération en reléguant à un stade plus tardif la différenciation cellulaire. D'accord ? Ça se rencontre chez les insectes à développement indirect, mais également chez les animaux à placenta, donc les mammifères, etc. Donc deux modalités larges. Donc maintenant, on va voir successivement, et en s'arrêtant ces deux solutions, en voyant les contraintes associées, en particulier celui de la croissance d'une cellule. Voilà, donc finalement, ces deux stades majeurs de la croissance, d'accord ? La croissance d'un œuf le plus gros possible et la croissance d'un organisme après le stade phylotypique, passent par ces deux stratégies, croissance cellulaire et prolifération à partir de cellules souches et différenciation retardée, croissance cellulaire. Donc voilà, je résume au fur et à mesure les deux contraintes que l'on a vues, la contrainte du lien entre pattern et taille, et la deuxième contrainte qui est qu'une cellule différenciée ne peut pas croître. Alors, prenons l'exemple simplement de la drosophile, c'est un organisme important, on verra que beaucoup d'études de la croissance sont faites chez cet organisme, et on peut voir ici, par exemple, le simple croissance volumétrique des cellules chez la drosophile. En fait, on a deux stades. Ici, vous avez la fécondation. Vous avez avant la fécondation, donc c'est l'ovogénèse. On verra un peu plus tard que l'œuf de drosophile fait 1,5 mm de long. C'est une énorme cellule. On verra le challenge qu'impose la formation d'une telle cellule, chez la drosophile, mais chez beaucoup d'organismes, à vrai dire.
La deuxième phase de croissance majeure, c'est après l'embryogenèse où il n'y a pas de croissance des cellules. Les cellules se divisent sans croissance. Il n'y a pas de tumeur possible chez l'embryon de drosophile. Il y a la larve dans laquelle les cellules croissent sans division cellulaire. Vous avez ici le nombre de cellules. Conjointement à ce problème, ou en parallèle de ce problème de croissance cellulaire, relégué à deux phases distinctes, vous avez ici, pour les structures de l'adulte, qu'on appelle les disques imaginaux, ce sont des cellules mises à part tôt à la fin de l'embryogenèse et qui, pendant la vie larvaire, des tissus qu'on appelle les disques imaginaux, qui sont des tout petits groupes de cellules au début, quelques dizaines de cellules par précurseur de l'aile, et qui va passer de 50 cellules à 50 000 cellules, c'est pour l'aile par exemple, par un phénomène de prolifération sans différenciation, un peu comme s'il s'agissait de cellules souches. D'accord ? Et donc cette croissance d'ici du nombre de cellules importante pendant la vie larvaire, et après on a la morphogénèse. Donc vous avez ici, chez la drosophile, illustré ces deux modalités, croissance cellulaire et prolifération cellulaire avant la différenciation, alors qu'ici toutes les cellules qui croissent sont déjà différenciées. Des neurones, je vous ai montré dans la diapositive précédente, des cellules épithéliales, des cellules de l'intestin, brush border, etc., etc. Chez le nématode, pareil, croissance pour former le premier œuf, qui est beaucoup plus petit, il fait 50 microns au lieu de 500 microns de longueur. Et puis, pendant la vie larvaire également, croissance simplement par croissance de l'organisme, par croissance cellulaire, mais sans quasiment accroissement du nombre de cellules. Alors que pendant la vie embryonnaire, on a un accroissement extrêmement important du nombre de cellules par clivage et lignage, comme vous le savez. Alors, le volume des cellules chez un organisme multicellulaire, on peut prendre comme chiffre moyen ordre de grandeur 1000 microns cubes. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Néanmoins, il est important de voir qu'il y a des variations extrêmes, et en particulier pour les gamètes, un spermatozoïde 30 microns cubes, qui est tout petit, alors que l'ovocyte peut aller jusqu'à 4 millions de microns cubes. D'accord ? Et donc, voilà illustré pour les ovocytes ce qui est présent chez quasiment tous les organismes, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, mammifères. L'ovocyte, en fait, est une énorme cellule et on va voir qu'il y a des problèmes non triviaux liés à la formation d'une cellule si grosse. D'autres cellules comme les précurseurs de plaquettes, mégacaryocytes, 30 000 microns cubes également. Et vous avez, alors ce n'est pas simplement vrai chez les mammifères, mais également chez les prokaryotes, il y a finalement une assez grande diversité de tailles de cellules, illustrées ici, et chez les protistes, qui sont donc tout un groupement d'organismes qui sont unicellulaires, notamment les ciliés, on voit des cellules extrêmement grandes. Vous avez deux exemples ici, un amibe et une paramécie, qui font de l'ordre de 200 microns, et qui ne sont pas très loin de l'ordre de grandeur d'un embryon drosophile, d'un ovocyte. Voilà. Donc, il montre qu'en fait, chez toutes les différentes grands phylums de multicellulaires, on voit en fait une variation extrême dans les tailles de cellules. Alors, arrêtons-nous un instant sur la troisième contrainte, c'est quand on réfléchit à la croissance de la cellule, en fait, le facteur limitant majeur, c'est en fait l'accroissement, le doublement et plus, du nombre de transcrits, de messagers mRNA, et de l'assemblage des ribosomes, qui est en fait l'usine à partir de laquelle on va produire les protéines. Et on va voir, avec des ordres de grandeur, des chiffres à l'appui, que c'est un problème majeur et qui induit des adaptations universelles d'intérêt. Donc en fait, si l'on veut comprendre comment on passe de quelques dizaines de microns cubes à quelques milliers ou millions de microns cubes pour un ovocyte, par exemple, on est face à un noyau qui va être entouré par un cytoplasme de plus en plus grand. Alors, le nombre de ribosomes dans ces cellules-là a une densité à peu près constante. D'accord ? Et donc, quand il y a le nombre de ribosomes à la bonne densité, la capacité de traduction, scale, va avec. Donc, le problème, c'est comment est-ce qu'on construit une cellule qui a une densité de ribosomes constant. Et en fait, si on se rappelle comment un ribosome est construit, on se rend compte que ce n'est pas trivial. Parce qu'un ribosome, d'accord, comprend à peu près 2/3 d'ARN ribosomaux et 1/3 de protéines ribosomales. D'accord ? Et donc je vais m'arrêter un peu plus sur la question des transcrits des ribosomes. Il faut voir aussi le problème des messagers, des ARN messagers. Donc, première ligne de réflexion, les ARN messagers. Donc, si l'on a comme ordre de grandeur le fait qu'une polymérase, ARN polymérase 2, ait tous les 60 nucléotides sur l'ADN qu'elle transcrit, avec un taux d'élongation moyen de 30 nucléotides par seconde, ce qui est à peu près juste. Vous avez ici des ordres de grandeur estimés dans différents organismes. Mais vous voyez que vous pouvez en gros produire un messager toutes les 2 secondes. D'accord ?
Si vous savez par ailleurs que, par exemple, chez l'homme, il y a de l'ordre de 100 000 à 1 million d'ARN messagers dans une cellule en moyenne, d'accord, et que certains transcrits sont présents sous forme de quelques milliers dans chaque cellule, vous voyez que pour simplement doubler la quantité d'ARN messagers ayant ces chiffres en tête, pour un génome haploïde, d'accord, il faudrait quelques heures. Donc ça, c'est pour quelques heures, pour un génome haploïde. Alors vous dites, vous êtes diploïde, donc c'est 2 fois moins. Mais ça, c'est pour une cellule normale. C'est une cellule qui se divise, qui double son volume. Mais là, on est en train de parler d'un accroissement en volume qui est beaucoup plus que d'un facteur 2, de quelques milliers, voire plus, dans certains exemples. Donc pour produire en fait un ovocyte d'oursin, je ne sais pas si certains aiment les oursins, il faut 1 an dans la physiologie des oursins. C'est pour ça qu'il y a des saisons. Le processus est extrêmement long, on peut l'accélérer dans le laboratoire. C'est un processus extrêmement long. Donc en fait, pour alimenter la croissance d'une seule cellule, d'accord, où l'accroissement peut être de l'ordre de 100 000 fois plus important, eh bien, avec ces mêmes ordres de grandeur, hein, qui est une contrainte liée à la transcription, on ne peut pas faire beaucoup mieux que ces chiffres-là, eh bien, il faudrait 2000 jours, c'est-à-dire un processus très long, pour un génome haploïde, 1000 jours pour un génome diploïde. Et donc, on voit bien que la solution, c'est de générer de la polyploïdie. Si on génère la polyploïdie, on peut accélérer grandement la production d'ARN messager, étant donné ces contraintes, qui sont des contraintes physico-chimiques de la transcription. Voilà, donc la polyploïdie s'avère être une stratégie que l'évolution a réinventée à multiples reprises pour contourner cette contrainte majeure transcriptionnelle pour simplement doubler les transcrits et permettre ainsi d'alimenter la croissance volumétrique majeure de cellules. Et je vais illustrer cela maintenant dans quelques diapositives. Avant tout, avant d'y venir, j'aimerais développer la deuxième contrainte. Certes, les ARN messagers est une contrainte importante. La deuxième, c'est de produire les ribosomes à densité constante dans une cellule. Si vous faites de la microscopie électronique, dans toutes les cellules, vous avez en gros la même densité de ribosomes. C'est énorme. Et voilà, chez les prokaryotes d'abord et les eucaryotes dans la diapositive suivante, quelques données factuelles quantitatives sur les ribosomes. Donc les ribosomes, en fait, c'est 10 à 15% du protéome. Vous avez ici une étude que je recommande si vous voulez des choses chiffrées, qui montre en fait en masse sèche la quantité de protéines dans une cellule comme une Escherichia coli, hein, qui fait 1 micron cube. Vous avez ici les ordres de grandeur du à peu près 10 000 ribosomes dans cette cellule, hein, qui est toute petite. Et dans le protéome, ici, vous voyez que les ribosomes constituent une part extrêmement importante, de l'ordre de 10 à 15% du protéome, soit de 15 à 25% de la masse sèche de la cellule. C'est très, très, très conséquent. Donc voilà, voilà le nombre de ribosomes moyens dans une cellule d'Escherichia coli, qui est pourtant toute petite. Alors voilà, maintenant, voyons plus en détail, maintenant les cellules eucaryotes, d'accord ? Donc là aussi, les ribosomes jouent un rôle majeur. Il y a de l'ordre d'un million de ribosomes dans une cellule de quelques milliers de microcubes. Et en masse sèche, on est en train de parler de l'ordre de 10% de la cellule. C'est important. Les ribosomes chez les eucaryotes, en fait, comprennent des ARN ribosomaux. Et il y a une très très grande différence entre les ARN ribosomaux et les ARN messagers, c'est que l'ARN messager sert à produire des protéines et il y a une phase d'amplification, au sens où un messager suffisamment stable peut générer des dizaines, voire des centaines, plus des milliers de protéines, alors qu'un ARN ribosomal, il va servir à produire un ribosome, et c'est tout. Donc si vous voulez former 1 million de ribosomes, il faut 1 million de cet ARN ribosomal, et comme il y a à peu près 5 ARN ribosomaux dans une cellule, il faut les générer. Et si vous voulez former une cellule dans laquelle la densité de ribosomes est plus importante, vous n'avez pas de phase d'amplification. Il faut simplement générer ces ARN ribosomaux. D'accord ? Alors, ces ARN ribosomaux, simplement pour avoir l'ordre de grandeur, c'est 80% de l'ensemble des ARN d'une cellule. Donc les ARN messagers, c'est des cacahuètes. Les ARN ribosomaux, c'est extrêmement important. Les ARN ribosomaux sont amplifiés de différentes façons. Donc là, on essaie de comprendre les contournements pour produire en fait, cette densité de ribosomes. Je simplifie, mais en gros, retenons qu'il y a à peu près 80 protéines ribosomales chez le ribosome eucaryote, 4 ARN ribosomaux qui sont produits à partir de l'ADN du soma, d'accord ? Donc qui sont, on appelle les ARN ribosomaux cytoplasmiques, et 2 ARN qui sont dans le génome mitochondrial de la mitochondrie, d'accord ? Mais arrêtons-nous sur ces 4-là, d'accord ? Et 3 d'entre eux sont produits à partir d'un unique transcrit, qu'on appelle 45S, et cet ARN ribosomal, RNA j'aurais dû dire,
en fait, est organisé en ADN en 5 clusters sur 5 chromosomes. Donc en fait, pour augmenter la capacité de transcription de ces ARN ribosomaux, on va les amplifier. Cet unique transcrit 45S qui regroupe 3 d'entre eux, est multimérisé en clusters. Et on est en train de parler d'une multimérisation de l'ordre de plusieurs centaines de fois. 200 à 300 pour le 5S et 100 à 200 fois pour le 45S. Donc le génome en fait multiplie. Il fait des tandem repeats, ce qui est une stratégie commune, pour amplifier en fait une séquence et permettre que la transcription puisse être plus importante. Et à partir de ce moment-là, on peut avoir une amplification suffisante pour produire ce million de ribosomes dans la cellule, pour produire ainsi une capacité transcriptionnelle, une capacité de translationnelle suffisante. D'accord ? Alors, il y a une autre étape qui peut exister chez certains organismes, par exemple, chez le xénope, pour produire des embryons aussi gros que des œufs aussi gros que l'œuf initial, qui fait quelques millimètres de diamètre. Eh bien, il y a aussi une phase d'amplification sous forme de plasmide, où on réplique en fait l'ADN qui est dans le chromosome. On forme un plasmide qui se multiplérise plusieurs centaines, voire milliers de fois, pour augmenter encore plus la capacité transcriptionnelle des ARN ribosomaux dans la cellule. Donc, retenons comme synthèse que pour doubler et accroître le volume d'une cellule, la contrainte majeure, c'est la contrainte physico-chimique imposée par la transcription d'ARN messagers et d'ARN ribosomaux pour maintenir une densité de traduction constante au cours de la vie d'une cellule, et que cela a nécessité des adaptations particulières, d'un côté la polyploïdie, et puis la multimérisation des clusters d'ARN ribosomaux. Alors, pour montrer la prévalence de la polyploïdie dans les organismes, voyons ici avec un code de couleur, en vert les plantes, en rouge les vertébrés et en orange les invertébrés, la prévalence de la ploïdie. Donc vous avez ici le nombre de copies. 2C, c'est le standard, c'est la diploïdie. Et vous voyez ici, par exemple, prenons le trophoblaste géant chez les mammifères, où on a 512 copies. Donc ça, c'est pour créer en fait, des cellules placentaires qui vont en fait, permettre de nourrir, d'apporter des fonctions nutritives. On a également le mégacaryocyte qui produit des plaquettes, où on a ici 128 copies. Ça, c'est chez les mammifères. Prenons l'autre exemple, chez la drosophile, les cellules nourricières de l'œuf, de l'ordre de 512 copies, donc extrêmement important. Des neurones chez l'aplysie, 200 000 copies, donc là on est dans les extrêmes. Vous savez que c'est ce neurone qui a été l'objet d'études particulières pour étudier notamment la mémoire. Mais ceci vous montre en fait qu'il y a un grand nombre de cellules qui ont des ploïdies massivement accrues pour permettre la croissance en taille de ces cellules et pour des fonctions ou nutritives ou fonctionnelles. Alors, pour créer de la polyploïdie, il y a 2 stratégies. Une stratégie par endomitose, dans laquelle finalement on crée des mitoses sans cytokinèse, par exemple, dans lequel on produit donc 2 noyaux dans un syncytium. Alors le cas extrême, c'est chez la drosophile, mais c'est présent chez beaucoup d'insectes et même chez certains vertébrés, chez les plantes aussi, dans lesquels il y a une division nucléaire dans un syncytium, c'est-à-dire dans un unique cytoplasme. Et à ce moment-là, on peut former un embryon de 500 microns avec de l'ordre de quelques 5000 noyaux. Donc là, l'exemple ici d'endomitose qui génère cette diversité. On peut aussi créer des cas plus modestes dans lesquels on va ici créer dans les cellules de l'intestin de la drosophile, par endocycle, on peut produire également un nombre de copies, là c'est 8 copies. Et puis un cas extrêmement présent, même beaucoup plus vaste, dans le règne animal et végétal, qui est en fait l'endoréplication. C'est-à-dire que là, finalement, on va simplement continuer à répliquer l'ADN sans séparation des chromosomes en 2 noyaux. Et donc l'exemple typique est très connu, c'est effectivement les chromosomes des glandes salivaires que l'on voit ici multimérisés plusieurs dizaines de fois et qui permettent de créer des fonctions sécrétrices très importantes dans la glande salivaire. Mais on va voir en fait que toutes les cellules de la larve en fait, ont de l'endoréplication pour créer des cellules qui croissent alors qu'elles sont déjà différenciées. Donc, dans le cas de l'embryon de drosophile, l'œuf fait 500 microns de longueur, un volume colossal par rapport à la toute première cellule qui en est à l'origine. Et à ce stade, on a le développement de 16 cellules nourricières, une d'entre elles qui va former l'œuf. Chacune connaît une endoréplication de cellules nourricières 512 fois. Et de surcroît, comme elles ont une cytokinèse incomplète, elles sont connectées par des ponts cytoplasmiques.
et tout leur contenu en protéines et en ARN, qu'elles mettent un certain temps à produire, plusieurs jours, et ensuite éjectés et transmis pour permettre la croissance de l'ovocyte, qui lui en fait bénéficie du travail par endoréplication et par connexion cytoplasmique, hein, donc comme une endomitose si l'on veut, et les deux conjugués permettent de produire cet œuf absolument gigantesque à un taux extrêmement rapide. Si vous travaillez sur la drosophile, vous verrez que les femelles peuvent produire des œufs à une vitesse extrêmement rapide, uniquement parce qu'elles ont cette stratégie adaptative d'endoréplication, d'endomitose, en gros de polyploïdie, permettant la production de ces œufs énormes. Alors, un exemple assez remarquable est l'exemple des nématodes. Donc, on connaît tous Caenorhabditis elegans, dans lequel il y a quelques cellules, milliers de cellules dans l'embryon, dans la jeune larve, donc par un processus de clivage, 2 cellules, 4, 8, etc., jusqu'à la fin. Puis cette petite larve sort, est capable de se nourrir, et elle va connaître un accroissement en taille au cours des différents stades larvaires. Mais en fait, ça, c'est le petit nématode de laboratoire, mais il y a des nématodes beaucoup moins sympathiques, comme cette bestiole qui fait plusieurs dizaines de centimètres de long, donc des parasites, comme chez le cheval. En fait, quand on regarde le développement embryonnaire, c'est exactement la même tête que chez le nématode C. elegans. On reconnaît les mêmes formes, les mêmes, voilà. La seule différence, c'est ce qui se passe après la naissance. Et ce qui est remarquable, c'est que le pattern, la forme de l'embryon, le nombre de cellules est le même. Entre un nématode C. elegans et un nématode comme celui-ci, le nombre de cellules est le même. La seule différence, c'est la taille des cellules. Et chez certains parasites du cheval, les cellules intestinales font 4 mm de long, donc des cellules colossales. Pour vous montrer que finalement la diversité des tailles, ce n'est pas un nombre plus important de cellules, simplement de la croissance cellulaire, en ayant à l'esprit ce que l'on a vu sur les contraintes 2 et 3, la nécessité de multiplier les stratégies de transcriptionnelles et de synthèse de ribosomes. Donc finalement, la diversité de formes ici est un problème ici de croissance cellulaire. Voyons même plus loin, si l'on travaille sur les ciliés. Les ciliés donc, est un groupe d'organismes unicellulaires qui s'est séparé de ce qui est notre lignée il y a 1 milliard d'années, donc extrêmement loin, un arbre extrêmement vaste et complexe dans lequel les cellules ont, à l'état unicellulaire, des structures différenciées remarquables qui permettent la locomotion, la digestion, sans doute des interactions avec des bactéries, etc. Donc un monde assez remarquable hein, que l'on découvre, que l'on connaît depuis un certain temps et que l'on découvre de nouveau. Je vous donne 2 exemples, la paramécie et ici Stentor, des organismes vraiment remarquables du point de vue de leur différenciation. Chez ces organismes, il y a 2 types de noyaux. Il y a en gros la lignée germinale, qu'on appelle le micronucléus, et puis il y a le macronucléus, qui est en gros le soma, qui est en fait de l'ADN multiplié alors en plusieurs dizaines, voire centaines de copies par endoréplication. Et donc ce macronucléus ici, qui produit ce qu'on appelle une amitose, c'est-à-dire une ségrégation un peu aléatoire des chromosomes entre les deux, hein. Ce n'est pas lui qui est garant de la transmission conforme de l'information génétique, ça c'est le micronucléus, la lignée germinale. C'est finalement des multiplications à plusieurs centaines de copies de ce qui est nécessaire à la croissance de la cellule, peu importe qu'on ait une partition pas égale, tant qu'il y en a suffisamment pour produire en fait, la capacité transcriptionnelle et de synthèse ribosomale, tout se passe bien. Et ici, ces cellules font quelques centaines de microns de taille. C'est en fait présent chez tous les ciliés, il y a ce macronucléus et ce micronucléus. C'est absolument remarquable de voir donc, la conservation de ce processus. On a vu les mammifères, on a vu les insectes, maintenant on voit les ciliés. Et voyons maintenant les plantes. Les plantes, elles aussi, ont une variation de leur ploïdie qui est extrêmement importante, et pas simplement d'un organisme à l'autre. Retenez que la fraise est octoploïde, par exemple, mais chez les plantes, il y a des cellules qui ont une ploïdie différente. Donc ici, une étude de 1993 qui montre comment, sur la feuille ou sur la tige, la ploïdie, représentée ici par un code de couleur, diploïde en noir, en gris plus foncé, on va avoir 4 copies, et encore un peu plus en termes de ploïdie pour les cellules gris plus clair. Et vous voyez déjà sur ce diagramme, et voilà c'est la quantification, qu'à une ploïdie qui passe de 2, 4 à 8 copies ou plus, on a un accroissement de la surface et du volume des cellules. Donc il y a une corrélation tout à fait compréhensible dorénavant entre la ploïdie et la taille de ces cellules, et ce qui peut être utilisé au sein d'un organisme pour générer de la diversité de formes et de tailles cellulaires. Donc simplement pour illustrer que si c'est présent chez les plantes, les ciliés, les invertébrés, les vertébrés, en fait c'est universel. Cette stratégie de polyploïdisation est une stratégie très universelle pour générer de la croissance
de cellules. Et vous voyez ici, dans cette étude plus récente sur Arabidopsis, on peut voir qu'une cellule diploïde ou tétraploïde, donc là c'est une manipulation génétique qui induit la tétraploïdie, on voit que les cellules sont tout de suite plus grosses, et une cellule octoploïde encore plus. Alors la question de la taille de l'organisme, on y reviendra plus tard. Le lien entre taille des cellules, taille de l'organisme, c'est une question très intéressante. Donc voilà ici résumé les 3 contraintes que l'on peut déjà identifier. Croissance cellulaire en lien avec le pattern, la différenciation d'une cellule, une cellule différenciée ne peut pas croître, et le fait qu'à l'échelle cellulaire, la transcription et la synthèse ribosomique sont des éléments majeurs. Alors, après avoir vu toutes ces contraintes, et pour finir, on peut se dire, mais finalement, quelles sont la relaxation de ces contraintes? La relaxation de ces contraintes, on la trouve chez les mammifères. Nous avons la chance d'avoir une grande relaxation des contraintes pendant notre développement, à savoir que comme on est dans un environnement nutritif, il n'est pas important de former un œuf extrêmement gros. Chez les mammifères, l'œuf est globalement beaucoup plus petit. Et il faut simplement accorder du temps dans l'environnement protégé de la mère pour que la croissance se fasse à bon rythme. Et chez la souris, on part de 21 jours de gestation, un organisme plus gros, 270 jours, chez la baleine, plus de 500 jours. Donc finalement ici, la relaxation des contraintes liées à la croissance permet, modulo le temps nécessaire, une croissance suffisante pour l'organisme à la naissance. L'autre stratégie de relaxation des contraintes, c'est finalement de mettre en place en fait, un système de prolifération de cellules non différenciées à partir de cellules souches. Donc voilà ici représenté d'une façon extrêmement élémentaire ce qui se trouve dans énormément de lignages et de tissus chez les vertébrés et certains invertébrés, à savoir le fait qu'à partir d'un précurseur cellule souche qui se divise de façon asymétrique, on a des cellules intermédiaires qu'on appelle souvent les transit amplifying cells qui se divisent de façon symétrique et qui, à une certaine probabilité, vont se différencier. On a ici donc un lignage qui connaît une certaine croissance et qui permet de conjuguer croissance et différenciation. Mais un autre exemple de relaxation des contraintes, ce sont les endoparasites chez les guêpes. Donc là, on a un exemple assez remarquable dans lequel, à partir d'un insecte, on peut former en fait une polyembryonie, c'est-à-dire qu'à partir d'une cellule fécondée qui va donc se former donc une petite morilla, un petit embryon, une des cellules nourricières entoure et forme comme un placenta qui va s'interdigiter entre ces différentes cellules embryonnaires et créer à partir d'un embryon plusieurs embryons. Et en fait, ceci permet à l'intérieur donc, de la structure colonisée, ici une larve, la formation à partir d'un œuf de plusieurs centaines d'embryons, par une espèce de clonage au stade embryonnaire du processus. Ce processus n'est possible que parce qu'on est dans un environnement nutritif dans lequel il y a relaxation des contraintes de croissance. En fait, on voit bien que tous les œufs et toute cette polyembryonnée va se faire au détriment de la structure embryonnaire qu'elle va simplement utiliser comme un environnement nutritif. Alors, en corollaire de cette parasitisation chez les insectes, on peut voir des parasites d'insectes, comme cette petite guêpe, qui va coloniser un petit œuf. Et on a le développement de choses aussi remarquables comme la miniaturisation des insectes. Je vous montrais tout à l'heure cette guêpe absolument minuscule. Elle a cette taille parce qu'elle a colonisé un œuf qui lui-même était de quelques centaines de microns. Et dans un exemple extrême d'endoparasitisme, vous pouvez voir comme des écosystèmes dans lesquels un parasite colonise un parasite qui colonise un parasite. Et vous avez ainsi comme des poupées russes des structures de plus en plus petites qui se forment par colonisation de l'environnement nutritif de l'hôte qu'elle reçoit. Et on voit ici donc des petites guêpes qui vont coloniser ces parasites d'une larve de papillon, qu'on appelle l'hyperparasitisme, qui est un sujet très étudié. Donc je conclus en disant que dans cette introduction, les cellules et les organismes explorent des ordres de grandeur extrêmement vastes de croissance qui suggèrent au premier abord qu'il y a une grande plasticité d'exploration des tailles au niveau cellulaire comme au niveau des organismes dans le vivant. Or néanmoins, et l'on a vu que la croissance intéresse à la fois la phase embryonnaire et la phase après la naissance chez les animaux. Donc il y a deux problématiques, celle du lien entre croissance et pattern et la croissance alors que le pattern est déjà établi. Et bien qu'il y ait une grande plasticité en apparence, on a identifié au moins 3 types de contraintes qui ont modelé les stratégies développementales. La première contrainte, c'est le fait qu'effectivement la taille de l'organisme est assez conservée au stade où le pattern est établi, suggérant une interaction qu'il va falloir étudier entre pattern et croissance, chose extrêmement important. La deuxième contrainte est que finalement une cellule différenciée ne pouvant pas se diviser
il a fallu inventer des stratégies pour permettre de contourner cette contrainte, à savoir la croissance de cellules différenciées et le délai de différenciation, notamment en utilisant des cellules souches. Et la troisième contrainte corrélée à la seconde, qui est que la croissance d'une cellule nécessite une capacité transcriptionnelle et de synthèse du ribosome, qui est un facteur limitant et qui a nécessité, entre autres, la stratégie de polyploïdisation que l'on rencontre de façon universelle dans les organismes multicellulaires et même unicellulaires comme les ciliés. Et enfin, que la relaxation des contraintes dans le développement placentaire chez les mammifères et l'endoparasitisme chez les insectes, qui obéit à une même stratégie dans laquelle il y a un développement très lent dans l'environnement nutritif de la mère ou de l'hôte chez les parasites, et qui est corrélé en fait à un délai de différenciation en utilisant des stratégies de cellules souches. Alors, pour définir le cadre de tous les cours suivants et définir le plan, voilà aussi une synthèse dans laquelle on peut voir au niveau cellulaire comment l'apport énergétique en acides aminés, carbohydrates et ions est l'input, si vous voulez, d'une boîte noire dans laquelle le métabolisme, notamment le composant de synthèse d'ATP, d'acides aminés, protéines, lipides, carbohydrates, etc., génère en fait une transformation énergétique qui permet donc la division cellulaire. Donc là, on le voit comme un problème élémentaire à l'échelle cellulaire. Alors là, je résume en quelques secondes ce qui en fait est un problème majeur. La croissance cellulaire n'est pas un problème trivial chez les plantes et les animaux. On en parlera beaucoup plus l'année prochaine. Mais à partir de cet axe majeur au centre de l'organisme, l'unité de croissance, voyons maintenant comment s'emboîte et se construit la problématique de la croissance de l'organisme aux différentes échelles. Donc voilà ici l'unité de la cellule. Déjà, l'apport énergétique et son approvisionnement par le système vasculaire chez les mammifères, mais le système vasculaire également chez les plantes, il y a un problème d'apport énergétique, de mise à disposition que j'ai illustré de façon quantitative au début de ce cours, sur ce que vous appelez la démocratisation et l'efficacité du processus démocratique d'allocation de l'énergie aux milliers de milliards de cellules dans un organisme multicellulaire, qui n'est pas du tout un problème simple, sachant que chaque cellule mourrait si elle n'avait pas son apport énergétique suffisant toutes les secondes. D'accord ? Et à l'autre extrémité, le fait qu'il va falloir synthétiser et produire des organes qui vont croître jusqu'à une taille maximale. J'en cite quelques-uns, l'intestin, le muscle, le cerveau, le rein, le foie, etc. Voilà en gros ce qui plante la problématique de la croissance de l'organisme et de ses différents organes. Et voyons maintenant où se situent ce qu'on appelle le moteur, les contraintes et les modes de régulation de la croissance, qui est en fait le titre de ce cours cette année. Alors, le moteur, c'est évidemment d'abord un problème énergétique, avec toutes ces transformations dans l'organisme, mais de façon plus importante encore, le problème des contraintes. On a vu 3 contraintes internes, qui sont celles qui concernent la croissance cellulaire et le lien avec le pattern. Mais comme on le verra au cours prochain, il y a une autre contrainte qui est en fait propre à la mise à disposition de l'énergie dans l'organisme. Pour que chaque cellule ait un flux énergétique qui permette un flux métabolique suffisant à chaque cellule pour assurer sa survie et a fortiori sa croissance, il y a des contraintes propres qui sont à l'origine de lois d'échelle assez remarquables. Maintenant, pour ce qui concerne les régulations possibles, de façon extrêmement générale, macroscopique, on va dire, on imagine qu'il y a au niveau de chaque organe comme un dispositif complexe qui mesure la taille des organes. Et on verra que ça prendra plus d'un cours pour aborder cette question. Et l'on verra comment, dans les cours 3, 4, 5, on en est venu à une appréciation de comment ce dispositif pour mesurer la taille des organes apporte à la fois des éléments moteurs pour la croissance en lien avec le pattern et également des feedbacks, d'accord, de nature patterning et de nature mécanique qui rétroagissent au niveau cellulaire, donc à des échelles drastiquement différentes pour assurer, contrôler comment les cellules vont croître étant donné l'apport énergétique qu'elles reçoivent. Donc là, une rétroaction à 2 niveaux différents. Et puis il y a un troisième niveau de régulation qui concerne finalement les lois de proportion. Les différents organes ont des tailles qui sont conservées au sein d'une espèce et qui sont proportionnelles à la taille de l'organisme. Donc là, on imagine qu'en dehors de ces modes de régulation intrinsèques propres à chaque organe, et qui rétroagissent au niveau cellulaire, donc avec un changement d'échelle, et également des interactions extrinsèques
qui assure en fait la coordination des organes entre les différentes échelles, entre les différents organes au sein de l'organisme, et qui fera l'objet du 6e cours, avec une coordination avec d'autres feedbacks. Donc on voit ici finalement présenter ce qui sera l'objet du cours numéro 2, du cours numéro 3, 4, 5 et du cours numéro 6, dans un schéma, et à la toute fin, nous referons une synthèse à la lumière de tout ce qu'on en aura vu. Donc finalement, pour conclure, retenons que la problématique de la croissance est, j'espère que je vous en ai convaincu aujourd'hui, un problème majeur, complexe, qui intègre des notions à la fois physico-chimiques sur la croissance cellulaire, des problèmes de signalisation, de régulation avec notamment des rétroactions de façon intéressante à différentes échelles. Et nous verrons que des gens venant de la physique et de la biologie ont contribué à une compréhension relativement approfondie de la question de la croissance, et nous verrons ça dans les cours suivants. Et pour finir, regardons ici deux façons de penser la croissance. Un biologiste classiquement verrait le problème comme un problème hiérarchique, avec une espèce de succession d'étapes, déterministe et hiérarchique, avec finalement l'apport énergétique et jusqu'à la croissance des organes. Quand j'ai introduit la notion de feedback, on voit ici venir une régulation d'une autre nature qui est mieux décrite par des systèmes où la hiérarchie est moins visible, dans lesquels il y a beaucoup de rétroactions, et également des lois statistiques qui permettent d'assurer la robustesse et la notion adaptative en fait, de la croissance. Et nous verrons à la fin du cours que cette croissance vue selon un mode auto-organisé convient à mon avis beaucoup mieux pour rendre compte de la complexité du processus de croissance dans le vivant. Voilà, donc finalement ici les dates, les intitulés du cours, loi d'échelle la prochaine fois, allométrie, croissance des organismes. On va descendre dans les structures, dans l'échelle au niveau des organes, croissance des organes et contrôle interne et patterning, contrôle interne et mécanique, et finalement coordination et symétrie, et la conclusion finale de ce cours. Je vous remercie.